Mesdames et messieurs, tous les plaisirs est pour moi d'être au rendez-vous de votre magazine de prédilection. Ces magazines qui vous aident à connaître l'actualité politique de l'ère en République démocratique du Congo. Restez branchés, scotchés, vous ne serez pas déçus dans cette émission Kiosque, une émission phare des canaux Congo Télévision, une émission d'analyse de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, l'actualité reste dominée par la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo qui a conduit aux affrontements, en fait, au niveau des Roubaya, occasionnant la mort de Willy Ngoma et quelques officiers de l'AFC M23. Nous allons donc analyser cette question au cours de votre magazine de prédilection kiosque. La question que l'on doit se poser ici est celle de savoir si la République démocratique du Congo ou les forces loyalistes restent déterminées pour récupérer les territoires occupés par les rebelles de l'AFC M23. Tentative de réponse dans votre magazine de prédilection kiosque. Et puis cette rencontre entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et Emmanuel Macron, qui, au cours de leur rencontre, ont y abordé plusieurs questions, notamment d'ordre sécuritaire. Macron reste engagé pour le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. La question de la candidature de la République démocratique du Congo à la francophonie a été également abordée au cours de cette rencontre. Nous allons analyser toutes ces questions avec nos invités sur ces plateaux. Pompon Joly, salut. Bonjour Charlie, merci pour l'invitation. Que je vous ai croisé encore sur ces beaux plateaux pour décrypter. J'ai tenté avant hier de réfléchir sur vous. Je dis mais je ne pense plus. Je n'ai jamais été invité ces jours ici par Eddy pour échanger et j'ai eu cette opportunité là aujourd'hui. Et je suis très délecté. On doit essayer d'analyser pour éclairer la lanterne. Très bien. Willy Ngoma est parti. Peut-on observer une minute de silence à son endroit? Vous avez, je pense qu'au niveau de la maison, au niveau du bureau, parce que c'est une émission très suivie, oui, dans des cabinets politiques, ainsi de suite, cette phrase-là a fait chatouiller les oiseaux, parce que je sais qu'on doit s'incliner devant la mort, personne ne peut être joyeux quand un être humain perd sa vie, mais vous savez, nous sommes dans un contexte d'État, de sûreté de l'État, et l'État dépasse notre entendement, l'État dépasse nos vies parce que nous sommes tous redevables vis-à-vis de cet État. D'ailleurs, il y a un président américain qui a dit, il ne faut pas demander ce que l'État te donne, mais toi, tu fais quoi pour ton État ou pour ta nation? Alors la nation, au nom de la redevabilité, la nation nous a tout donné. Elle nous a donné plutôt sa nationalité, elle nous a donné son identité. Les noms que nous portions, c'est son nom. Toi, Eddy Kayembe, Kabea plutôt, ce n'est pas votre propre nom, c'est un nom plutôt de la RDC. Moi, Pompon Joly, ainsi de suite. Et si nous parlons, nous discutons, c'est parce que la nation nous a donné les savoir-faire, les savoir-vivre, les savoir-être. Et ce que la nation nous demande, c'est la protection de son intégrité territoriale. Cette superficie, ce n'est pas un vouloir du Congolais seulement, mais c'est dans les plans de Dieu. Personne n'a dit qu'elle doit avoir cette superficie de 2 345 410 km². Et c'était quelque chose qui dépassait même la spiritualité. Alors, lorsque vous faites partie de cette nation, vous ne pouvez pas trahir la nation. Parce que lorsqu'on trahit la nation, il y a les karmas. Vous voyez, il y a les karmas. Que vous veuillez ou pas, peu importe le temps, peu importe le nombre d'années, sachez qu'un jour, la nation va vous rappeler, mais d'une manière honteuse. Vous voyez, ce n'est pas intéressant. On a connu des élections. Après les élections, il y a contestation. Après la contestation, il y a
une rébellion, entre guillemets, bon. Après la rébellion, il y a des réclamations pour demander les dialogues. Et dialogue, après les dialogues qui engendrent les gouvernements d'union nationale. Et lorsque vous voyez ces spirales-là, le même personne qui était hier pour parler de la démocratie, pour défendre entre guillemets, parce qu'on ne sont pas des communautés, pas des tribus, pour demander la protection d'une communauté, fameuse communauté, ce sont les mêmes personnes qui utilisent les mêmes narratifs, les mêmes modes opérandis pour venir dans les institutions et puis après elles se dédouanent pour aller encore réclamer. C'est pas qu'il y a des frustrés. Non, la frustration, les Hmong aussi étaient frustrés, les Yandi aussi étaient frustrés, les Pygmées également, tout le monde est frustré, même moi, vous et moi, dans les mariages, dans nos relations, il y a des moments où il y a des malentendus. Mais c'est pas que parce qu'il y a des malentendus, on doit utiliser une machette pour te faire du mal. Vous voyez devant, devant la nation, l'histoire de la nation, les humilités n'existaient pas. Moi, je pense que lorsqu'on parle d'une nation, il faut comprendre les éléments constitutifs d'une nation sur le plan politologique. On ne peut pas parler d'une nation sans les morts. Et quelqu'un qui était à l'est de la République, il a fait ses enfants, subitement, il y a quelqu'un qui se fait le roi, venir, il tue tous ces enfants-là. Et pensez-vous que la nature va laisser cette personne-là tranquille? Je ne sais pas si je répondrai paix à son âme ou s'incliner. Donc c'est la nature qui réclame tout ce qu'elle a subi par des personnes mal intentionnées, Donc moi j'aurais du mal à dire paix à son âme, j'aurais du mal à m'incliner, j'aurais du mal à accepter votre demande humide de silence. Moi je crois que la nation a eu toujours raison, parce qu'après Dieu c'est la nation. La nation c'est la connaissance absolue, c'est la puissance. D'ailleurs, il y a un penseur qui a défini une république ou une nation plutôt, un État comme une entreprise à caractère institutionnel dont il a les monopoles de la violence. Regardez un peu, on vous dit, une entreprise qui a les monopoles de la violence. Et toi, un individu, tu défies cette structure-là. Allez-y comprendre. Mais on vous dit que l'entreprise a les monopoles de la violence. Toi, tu te dis, moi je suis plus fort que la personne qui a les monopoles de la violence. Cette personne morale. Tu rêves debout. Tu rêves debout. Alors moi je pense que ce qui s'est passé à l'Est de la République par notre frère William Bongoma, ça doit donner une jurisprudence. Donc c'est juste pour dire que halte, arrête avec ces spirales depuis 2001 jusqu'à nos jours. Donc voilà, jusqu'à nos jours. On doit éviter, Eddy, nous tous étions des victimes. Hein? Nous tous étions des victimes. On a voté à un moment donné un président, Jean-Pierre Bemba, qui n'a pas été publié par la CI. On a voté Papa Etienne Tshisekedi massivement, qui n'a pas été publié. Papa Etienne n'a pas demandé aux Congolais de toucher des armes pour récupérer une portion de la République, pour réclamer les urnes. Non, non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Alors, vous voyez, donc aujourd'hui, je sens que les Congos commencent à redorer la belle image d'hier, un pays qui était très puissant. Son blason encore terni. Oui, exactement. Qui était puissant hier. On n'a pas connu des agressions pendant plusieurs années. Donc après 18 à 22 ans, il y a des hommes forts qui défiaient nos institutions. Et aujourd'hui, la nature a rappelé ces gens-là. J'ai dit chapeau bas à ma nation. Très bien. Cissé Traoré, salut. Salut cher Eddy, merci de l'invitation. Salutations aux téléspectateurs de Kiosco et à mon ami en face. Merci. Willy Ngoma est parti. Faudra-t-il admettre qu'il faut observer une minute de silence à mémoire de l'illustre disparu? Bon, il faudrait observer une minute de jubilation, de joie, dans ce sens que c'est un démon de moins, un fauteur de troubles de moins, de telle sorte que vous vous rappellerez que Willy Ngoma et ses compagnons avaient coupé le courant en entrant à Goma, alors qu'il y avait des enfants dans des couveuses à l'hôpital central de Goma. Et ces enfants n'ont pas survécu. De nombreux morts ont été enregistrés ce jour-là, massacrés par les Rwandais, Willy Ngoma et compagnie. Des familles ont été séparées.
papa, maman, qui ne savent plus où se trouvent les enfants, ou des enfants qui ont perdu leurs parents, et ainsi de suite. D'autres déplacés qui sont en Ouganda, qui dans des cas de déplacés, qui ailleurs au Rwanda, et ainsi de suite. C'est un tableau désastreux de telle sorte que quiconque voudrait observer une minute de silence en mémoire de Willy Ngoma est aussi à abattre. Donc, pour répondre à ta question, j'ai bu mon champagne lorsque Willy Ngoma est mort. J'ai célébré cette mort et j'en appelle aux forces armées de la République du Congo à en tuer davantage pour que nous prenions davantage de notre champagne. Demain, si Nanga et les autres tombaient, je crois que là, j'en prendrai 2, 3, 4. C'est vrai qu'il y a des gens qui vous rappellent, ben écoutez, on ne célèbre pas la mort d'un... Ben écoutez, nous ne partageons peut-être pas les mêmes valeurs. Moi, je sais que quiconque tue doit être tué. Vous allez me dire qu'il y a la peine de mort qui a été abolie et autres... et d'autres qui arborent des doctrines chrétiennes comme quoi on ne devrait pas célébrer la mort de Willy Ngoma. Ben écoutez, nous ne partageons peut-être pas les mêmes doctrines. Souffrez que nous ayons nos doctrines en nous. Nous qui pensons que Willy Ngoma a bien mérité cette mort, vous allez nous excuser que nous ne puissions pas nous attrister autour de cette mort. Mais il faut retenir aussi que dans le chef de beaucoup de Congolais, oui, beaucoup et alors beaucoup, c'est la fête. Vous n'avez qu'à prendre la température dans les réseaux sociaux, dans les médias, même dans les transports en commun. C'est là que vous saurez que les Congolais sont en train de jubiler autour de ce qui arrive actuellement au M23. Mais faudra-t-il admettre que ce qui est arrivé aujourd'hui à l'AFC M23, cette branche de la rébellion rwandaise, paye de son arrogance? Bon, vous le dites si bien, je ne vois pas qu'est-ce que je pourrais ajouter, donc tant mieux pour moi de pouvoir épiloguer sur un autre aspect de la question. Oui. Parce que qui ne sait pas qu'ils étaient arrogants, surtout Willy Ngoma, qui lui était tout le temps au devant de la scène, il se faisait photographier devant des monuments, des bâtiments emblématiques, chaque fois que les Rwandais occupaient une ville ou un territoire. C'est Willy Ngoma qui était au devant de la scène avec toute arrogance, arborant sa tronche là, avec cette laideur là qui est la sienne. Mais nous autres ici, nous avons nous aussi, comment dire, essuyé des larmes lorsque la rébellion était en train d'avancer en tant que patriotes congolais. Nous avons nous essuyé des larmes. Et maintenant c'est à leur tour de le faire, du fait justement de l'arrogance que Willy Ngoma arborait lorsqu'ils occupaient des villes. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire de la rébellion de la FCM23 actuellement là? C'est comme un serpent dont la tête a été coupée et le reste des membres restent là en train de s'agiter, hein, les derniers soupirs des derniers moments de la vie pour pouvoir s'éteindre. C'est la situation actuelle de la FCM23. Ce n'est pas que Willy Ngoma qui a été frappé, il y a plus que ça. Sultan Makenga également. Il y a plusieurs autres commandants gradés de la FCM23 qui ont été frappés le même jour là. Mais évidemment, ils ne vont pas communiquer dessus. Mais les FARDC non plus ne vont pas vous dire que nous avons frappé, patati patata, tel est mort. Non. Ce serait trahir le fait que nous observons le cessez-le-feu. Donc, c'est eux qui disent que ce sont les FARDC qui ont frappé. Mais les FARDC n'ont pas dit avoir frappé quelque part. Ils n'ont pas revendiqué ces frappes. Ils étaient en train d'observer le cessez-le-feu. Donc, ça vient peut-être de l'embrouille qu'il y a entre eux, étant donné que certains informateurs du gouvernement qui sont là-bas dans l'FCM23, dont Daniel Safou, comment il s'appelle encore? C'est lui qui est parti récemment là. Ibalanki et tant d'autres ont déjà été indexés
par la communauté rwandaise, comme quoi ces gens qui viennent de Kinshasa viennent comme nous infiltrer. Cette situation, cette brouille fait en sorte qu'il y a cacophonie au sein du M23. D'autres qui revendiquent d'être proches des Nanga, d'autres des Bissimois, d'autres qui se disputent les postes de commandement. C'est dans cette cacophonie, il me semble, qu'ils s'entretuent entre eux. Je crois que de mon point de vue, il serait il ne serait pas indiqué de dire que ce sont les FRDC qui ont frappé. Parce que je sache, l'armée régulière observe le cessez-le-feu comme toute partie normale au dialogue. Oui. Voilà. Maman Joly est sensible aux multiples appels de la communauté internationale pour le retour de la paix. L'AFC M23 s'est contenté toujours aux occupations de plusieurs localités de la République démocratique du Congo. Faudra-t-il admettre qu'avec tout ce qui se passe actuellement, l'AFC M23 paye le prix de son arrogance? Ce qui se passe aujourd'hui au camp du M23, FC M23, ce sont des signes prémonitoires qui marquent la fin de ces spirales. Les cycles spirales dans notre pays. On a connu des non-ancêtres à nos jours. C'est le même personne, c'est comme un serpent qui change sa peau mais en gardant sa nature. Ce sont les mêmes personnes qui viennent avec des mêmes narratifs, des mêmes stratégies, mêmes modes opérandi pour réclamer au nom de la protection d'une communauté, alors qu'en RDC, le mot communauté n'existait pas. D'ailleurs, en politique internationale, en diplomatie, les mots ont leur sens. Lorsqu'on dit minorité, chez nous, ce sont des tribus. C'est-à-dire que vous protégez une tribu ou vous protégez une minorité. Déjà, ces narratifs-là qu'on nous a fait avaler, qui étaient tellement amers, et ça nous a poussé à être fragilisés avec des réinsertions, réintégrations. Et heureusement, on a quelqu'un qui a étudié la situation avant de gérer. Et elle est venue avec une remède. Et voilà, la remède est en train de porter ses fruits. C'est-à-dire à la personne du président de la République, qui a implémenté sa diplomatie dans tous les compartiments. Au niveau parlementaire, parce que si vous êtes au niveau du Parlement, vous allez voir que plusieurs parlements européens, plusieurs parlements africains ont nommément cité le nom du Rwanda ainsi que de Kagame, qui est le bourreau de la RDC. Alors qu'avant, ça ne se faisait pas. Vous voyez? Déjà, lorsque le verbe, c'est très très important sur le plan diplomatique. Alors, dans la diplomatie ou dans l'agression, lorsqu'un agressé, l'agresseur veut vous aliéner, la première des choses, il va installer la peur en vous. C'est-à-dire la personne qui installe la peur en vous, elle vous contrôle. Oui. Et la peur, c'est pour ne pas dire que non, voilà Pompon qui est le voleur. Donc tu sais que c'est Pompon qui vole, mais tu ne peux pas dire parce qu'il peut m'abattre plutôt. Alors, cet élément-là, le président est venu pour l'enlever. C'est déjà un succès, un élément de succès. Où hier, c'était impossible. Deuxième élément, et j'ai dit, vous savez, l'État, lorsque vous trahissez l'État, l'État va sanctionner les traîtres. On ne peut pas collaborer avec des puissances étrangères, on ne peut pas divulguer des secrets d'État, on ne peut pas participer au complot contre sa nation. Et alors le sort est connu. Moi je crois que, comme on parlait de la mort de Willy Ngoma, je suis très joyeux de ma nation parce que hier c'était difficile de parler de cette nation. Parce que vous savez, la nation a créé un mécanisme de contrôle que nous appelons l'armée. L'armée est là pour sécuriser l'intégrité territoriale. Et l'armée doit être une armée dissuasive. Est-ce que les RDC, il y a 6 ans passés, avaient une armée dissuasive? Non. C'est aujourd'hui qu'on commence à voir les effets de cette armée-là. Vous savez, quand Ngoma est parti, parce que mon frère vient de le dire, tout le monde était déboussolé. Dans nos coins d'avenir, dans nos bureaux, il y a d'autres personnes qui cherchaient déjà leur passeport pour voir comment ils doivent aller ailleurs. Moi également, je me suis dit, si les M23 occupaient Kinshasa à 1 heure juste, à 1 heure 1 minute, moi je quitte le pays. C'est ce que je me disais. J'étais vraiment dans tous mes états. Mais heureusement, on a quelqu'un qui a une vision d'aigle.
Il a déjoué à ces plans. Alors, il faudrait à ce que nous, peuple congolais, nous puissions s'aligner derrière lui. Ce n'est pas parce qu'il est très bon. Ce n'est pas parce qu'il fait des choses bonnes ou mauvaises, mais c'est parce qu'il porte la vision de notre pays. Parce que depuis longtemps, le problème d'abord de la RDC, c'est quoi? C'est des problèmes sécuritaires. Vous voyez, Saint Augustin a dit, la paix, c'est l'ordre dans la tranquillité. Quelqu'un qui manque la paix, qui manque de paix, même si vous lui donnez une belle maison luxueuse, avec des provisions, il n'en fera rien. C'est-à-dire la paix dépasse tout. Ce que nous cherchions depuis très longtemps, c'était d'abord la paix. Comme aujourd'hui, on commence à gagner petit à petit, des pays qui étaient hostiles vis-à-vis de la RDC commencent à changer les langages, c'est déjà un succès pour nous. Alors nous devions continuer avec cet élan, en incitant la population congolaise à comment dire, à parler les mêmes langages que non, au lieu de parler des provinces ou des tribus. C'est-à-dire, c'est ce qui s'est passé pendant plusieurs années. Vous savez, je cite pour dire que je donne une petite digression. Vous savez, à chaque fois que la CENI organisait les élections, elle publiait. Vous savez ce que la CENI faisait? Elle publiait partiellement. Et qu'est-ce qu'elle disait? Les clivages Est, telle tendance. Les clivages Ouest, telle tendance. Vous parlez d'une république, d'une nation ou des clivages. Alors, on a connu des élections, on nous a parlé des clivages. Des élections, en fait, c'est qui est du président, on ne nous a pas parlé des clivages. Donc, c'est-à-dire que l'agresseur a utilisé le venin de nous diviser. Et aujourd'hui, on a changé ces paradigmes. Nous devrions être en parler Congo et non tribu et province pour déjouer à ces plans-là. Et puis, au finish, organiser l'administration, remettre dans nos cartes d'identité la collectivité, la province, district, tout ce qu'on nous a mis à l'époque d'Isaïe, on doit remettre ça. On doit fouiner les pédigrés de chacun de nous. Au lieu de dire, à lieu place de dire province, non, poste, non, prénom, province, non, non, non. Là, ça facilite l'infiltration et les gens viendront pour nous dire que moi, je suis congolais alors que vous n'êtes pas. Très bien. Si c'est vous ne l'êtes pas plutôt. Je reviens à vous. S'il faut analyser de fond en comble la situation, on peut croire aujourd'hui, Mordukis, que Willy Ngoma, Sultani Makenga et d'autres officiers dont vous avez eu à évoquer sont victimes d'une trahison interne, donc au sein de l'AFC 23. Mais si eux nous ont infiltrés, nous aussi, nous avons légitimement le droit de les infiltrer. C'est comme ça que nous, en tant qu'État, nous leur avons envoyé Daniel Safou, nous leur avons envoyé Ibalanki et les autres pour pouvoir les infiltrer et donner au gouvernement suffisamment d'infos pour décapiter la tête du serpent. C'est ainsi que vous observerez que depuis un bon bout de temps, les FARDC ont le vent en poupe. Les FARDC ont pris les déchus sur les théâtres des affrontements. Sachez seulement que nous avons des taupes là-bas. Nous avons des taupes qui informent aussi le gouvernement, l'État congolais, de ce que fomentent les rebelles. Et c'est de cette façon-là que vous verrez sur le terrain, le rapport de force a changé. Les FARDC ont désormais le vent en poupe, récupérant des villages à villages, localité à localité, et le M23 n'est plus que réduit à sa plus simple expression, celle de pondre des communiqués au quotidien. 5 communiqués le jour. Un le matin, à midi, les après-midi, les soirs, ainsi de suite. Que des communiqués. Sur Twitter, n'en parlons pas. Toutes les autorités de la FC23 sont en train d'envahir les réseaux sociaux par des tweets, des publications de tout genre. Ils ont promis également des ripostes. Alors, s'ils sont en mesure de riposter, qu'ils les fassent, qu'ils les en empêchent. Mais au moins, je vous ai montré le rapport de force sur le terrain, de quelle façon ils penchent du côté des FRDC, parce que ayant compris comment fonctionne l'ennemi, l'ayant infiltré suffisamment. Aujourd'hui, même des Ouazalendo sont en train de récupérer des villages de façon sans même combattre.
C'est ça la riposte. C'est-à-dire que l'ennemi... C'est ça la riposte rigoureuse dont avait promis le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que quand le président a parlé de la riposte, il ne vous a pas donné un timing précis, comme quoi cette riposte viendra dans 1 mois, 2 mois ou 3 mois? La riposte peut venir à tout moment. Peut-être que c'est celles-là qui sont en train de subir. Donc, le plus important pour nous n'est pas de savoir si c'est la riposte promise par le chef ou ce n'est pas celle-là. Pour nous, l'essentiel, c'est que l'on récupère les territoires perdus. Si c'est dans le cadre de la riposte promise, pas de problème. Ce sont les résultats qui comptent. Mais comme ils sont en train de venir déjà, les résultats, tant mieux. Nous, on se contente de voir les résultats. On n'a pas besoin d'entrer dans les secrets des opérations pour savoir si c'est la riposte qu'on avait promise ou pas. Ça, c'est pas notre problème. Les résultats, c'est ça qui compte. Les secrets des opérations, la riposte, gardez ça pour les officiers et le gouvernement. On ne doit pas seulement se réjouir par rapport à la mort des Sultani Makenga, Willy Ngoma et les autres, mais la détermination reste et doit rester la récupération de nos territoires. En fait, vous me paraphrasez, c'est ce que je suis en train de dire. Oui. L'objectif final, c'est de récupérer tous les territoires, de restaurer l'autorité de l'État partout, sur toute l'étendue du pays. Non seulement sur les territoires occupés par le Rwanda, AFCM 23, mais aussi des territoires occupés par nos groupes armés locaux. Mais comme il s'agit d'une agression extérieure ici, on s'occupe d'abord de l'envahisseur pour par la suite nous occuper des Codeco et les autres. On va s'occuper d'eux après. Qu'on en finisse d'abord avec l'envahisseur étranger. Ce n'est que par la suite qu'on va s'occuper du reste. Mais l'objectif ultime est celui-là, de récupérer tous les territoires perdus. Et croyez-moi, dans très peu de temps, en tout cas, vous apprendrez ce qui va se passer. Très bien. Pompon Joli, je reviens à vous. C'est lui qui prétendrait combattre pour les Congos, pour la libération des Congolais. Sultan Makenga est aujourd'hui plairé à Kigali, alors que sa mort tragique est célébrée au Congo. Faut-il encore d'autres preuves aussi extrêmement pour interpeller ceux qui s'associent à cette aventure rwandaise? Ne voyez-vous pas ça? Que tout, c'est dans l'avantage de Paul Kagame. Cher Eddy, c'est simple, je l'ai dit ici. En fait, les Rwandais ont fait un grand travail. Un très très grand travail pour nous aliéner, pour nous agresser. Il a commencé par utiliser le civisme. C'est-à-dire que les Congolais n'ont pas de carte d'identité depuis une belle époque. Et il a utilisé la CNI pour nous donner la carte d'élection qui nous donne accès à voter. Et ces cartes fait office d'une identité où dans l'identité là, on vous demande que le nom, le poste, le nom, les pronoms et la province. On s'est limité là. C'est ça la stratégie rwandaise. Et nous sommes des apatrides qui ne dit pas son nom. C'est pour cela que ça ouvre la porte à tout le monde de réclamer la nationalité congolaise. Sous prétexte, c'est parce que, déjà vous savez, le Congo a 9 frontières. Il y a des langues que nous parlions ici. Ça se parle aussi dans des pays étrangers. Le Swahili, c'est au Kenya, c'est au Rwanda. Vous parlez Lingala, il y a plusieurs pays, ainsi de suite. Alors lorsqu'un étranger arrive vers l'Est, il parle Swahili. Un Swahili congolais s'identifie à lui alors qu'il n'est pas notre frère. C'est rien que la langue. C'est cette stratégie-là qu'ils ont fait. On a tenté avec ONIP, ça n'a pas marché. On a tenté pour la deuxième fois avec ONIP, ça n'a pas marché. Alors, pour que nous puissions résorber ces problèmes, endiguer la crise une fois pour toutes, qu'il fait, il faut d'abord pacifier les pays en chassant ces gens-là. Après, nous allons organiser l'administration, l'ONIP viendra pour faire son travail. C'est-à-dire le travail d'identité nationale. C'est-à-dire on doit fouiner les pédigrés de chacun de nous. Comme un officier, à un moment donné, il était sous-officier au Rwanda, et puis il vient ici comme un officier congolais. À un moment donné, après, il redevient encore un rebelle. Donc il fait des ping-pong. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit ici. C'est-à-dire, ces cycles spirales-là doivent s'arrêter.
Vous avez dit que la solution de la RDC, c'est la Constitution du 26 février, de 2006 plutôt. Ça donne la réponse à nos crises. On a dit croire. Mais qu'est-ce qui fait que nous avons 4 cycles électoraux? Après un cycle électoral, il y a une réclamation des îles. Après réclamation des îles, il y a une rébellion. Après la rébellion, ou agression, moi je n'ai jamais appelé ça rébellion, l'agression. Après l'agression, ces gens-là reviennent pour occuper des postes ministériels. Nous qui pour mon nom ici dans des médias, dans des bibliothèques pour penser sur notre pays, on ne nous donne même pas un verre d'eau. Alors ce sont ces personnes-là qui viendront pour devenir colonels sans pour autant étudier dans des écoles. Tu ne peux pas devenir colonel sans passer par des écoles militaires. Donc voilà. Et puis après sa mort, on va l'enterrer là-bas. Mais il s'est dit, je viens au Congo pour protéger la minorité. On vous a dit que, si vous êtes intelligent, on vous a dit qu'au Congo, la notion de la minorité existe. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais de quelle minorité parlez-vous? Au Congo, nous parlons des tribus. Au Congo, on ne parle pas des communautés. Si vous voulez communauté, allez dans l'église protestante. Là, il y a des communautés ecclésiastiques. Chez nous, ce sont des tribus. Tribu Luba, tribu Mongo, tribu Yanzi. C'est ça, les Congos. Alors, on doit endiguer ça comment? Il faut un grand travail, une approche holistique. C'est-à-dire que nous allons faire une bonne étude en dotant les Congolais de leur carte d'identité, mais on ne doit pas se limiter, on doit descendre. Nom, poste, nom, prénom, province, district, chefferie, tout. Allez même poser des questions sur vos parents, vos arrière-parents là. Et à partir de ces fichiers, nous allons avoir une bonne nationalité. Que non, on saura que Messie dit c'est un Congolais, même si, vous savez l'amour patriotique. Tu ne peux pas les piétiner. C'est impossible. Regardez quand on regarde les matchs de football de Léopard. Regarde comme si, si on perd, tu perds même l'appétit. Malheureusement, les Makenga n'ont pas compris. Vous savez, les Chan, on a joué la finale là-bas. Vous savez, il y a des joueurs. Petit beau venger, bah mort na bino. Beaucoup pour la nabatunion sont sauf payeux. Et puis deuxièmement, vous jouez contre les arbitres, contre tout le monde. Mais, vos abats sportifs. On a eu la coupe là-bas, c'était déjà des signes. Mais tellement Kagame était plongé dans son plan, omnibilé, il n'a pas compris que non, pouvoir est comme au Kende. On a ramené la coupe. Mais vous savez que lorsque le Rwanda était encore fort, le Rwanda nous a battus à la canne. Vous savez comment il a fait? C'était une diplomatie sportive. C'est que nous manquions. Hier, il y a eu des grandes rencontres sur le plan de l'eau, sur le plan de l'environnement. Le Congo n'a pas été représenté, c'était les Gabons qui représentaient le Congo. Alors que le bassin du Congo, RDC à LCL, elle occupe plus de 50%, 52 je crois. Mais lorsqu'il y a eu des rencontres internationales, nous étions absents. Et dans des messes internationales, lorsque vous êtes absent, on conjugue contre vous. Et aujourd'hui, gloire à Dieu, les grands diplomates sont en train de faire un grand travail. Et c'est ce que j'ai dit tantôt. Et différents compartiments suivent son énergie. Donc, il dégage cette énergie positive-là. C'est pour ça que vous avez vu, vous êtes au niveau du Parlement, vous avez eu la diplomatie parlementaire au niveau de plusieurs structures internationales, tout comme régionales, qui changent, elles changent des narratifs. Elles conjuguent aujourd'hui le même narratif que nous. Donc, pourquoi? Parce que le visionnaire a dégagé cette énergie-là positive pour aider la nation. J'ai dit ici, je crois, 2 ans, 3 ans passés, j'ai dit au président Tshisekedi, lorsque vous choisissez être un leader, donc c'est-à-dire entre votre vie et la mort, il n'y a qu'un pas. Il faut braver la paix, il faut braver la peur de la mort. Lorsque vous bravez la peur de la mort, votre nom sera écrit dans les annales de la RDC. La France n'a pas commencé avec De Gaulle. Moi, je ne donne pas de la France de De Gaulle, parce qu'il a porté les combats de la France. La Chine n'a pas commencé avec Mao Tse-tung. La Chine a commencé bien avant, mais Mao Tse-tung a changé les paradigmes. Aujourd'hui, on parle de Chine de Mao Tse-tung. Et si le président Tshisekedi arrivait à gagner cette guerre, à pacifier, je vous dis, ça va changer les paradigmes. Ça sera comme l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et lui sera au milieu pour changer la chose. Et la personne qui viendra après, oui, il va continuer avec cet élan-là. Donc voilà. Que faut-il faire pour mettre fin à ce cycle infernal de la violence dans la partie est de la République démocratique du Congo? Est-ce que la solution aujourd'hui, c'est l'attitude du président de la République qui, non seulement reste déterminé
pour endiguer la crise, mais également ces institutions, le Parlement, qui n'ont pas voulu qu'on puisse retourner dans cette attitude du passé, c'est-à-dire le brassage, le mixage. Mais vous avez posé une belle question avec une réponse au même moment. Sur le plan diplomatique, ce qui compte, c'est la posture aussi. C'est-à-dire, la diplomatie, il y a des paradigmes. Il y a le paradigme interne et externe. Alors, sur le plan externe, le président est en train de jouer un grand rôle. C'est pour cela que vous avez vu, il est en France. La France qui était alliée chérie des Rwandais pendant plusieurs années, depuis les années 70 même. L'aspect sécuritaire rwandais, c'est la France qui dotait au Rwanda plusieurs éléments. C'est un sujet qu'on doit aborder. Alors, l'aspect Tshisekedi, le président Tshisekedi est arrivé. D'abord, il connaissait les problèmes de la RDC. Il se disait dans son parti, si aujourd'hui on a le pouvoir, comment on doit orienter notre pensée philosophique, politique, pour éviter cette histoire, pour endiguer la crise. Il fallait interroger l'histoire, il fallait interroger le fonctionnement de la nation. Vous savez, le pays, le Congo, a 4 institutions. Il sait qu'il y a l'institution présidente qui est la première, le Parlement qui est la deuxième, le gouvernement et les cours et tribunaux. Mais le Parlement, c'est le pivot de la politique. Donc c'est lui qui va m'aider à implémenter ma vision politique sur les plans national et international pour endiguer. Alors que faire pour endiguer ça? Le Parlement a donné la réponse. Le Parlement a dit, l'Assemblée nationale, moi, au-delà de la production législative, j'ai des matières législatives et des matières non législatives. Oui. Et dans des matières non législatives, il y a des mentions, il y a des comme vous avez dit ça, des résolutions, et ainsi de suite. Alors moi, je vous propose, parce que ce qui a fait que les pays soient fragilisés, c'est les brassages, les mixages, ainsi de suite. Et dans ces brassages, on a brassé des étrangers qui nous mettent à mal. On doit d'abord éviter ces mécanismes-là des brassages. Alors pour éviter, vous ne pouvez pas les faire, c'est nous qui vont vous donner l'élément. Alors il a donné, le Parlement, l'Assemblée nationale a donné la recommandation en interdisant les brassages, des mixages des groupes armés, ainsi que les M23. Et dans ce débat, j'ai été là. La personne qui était contre, c'était qui? Nyarugabo, qui s'est dit congolais. Pendant qu'on coupe le courant, des bébés meurent dans des couveuses, pendant qu'on tue des mamans, pendant qu'on demande à un enfant de violer sa maman. Et toi, tu dis que non, on doit continuer avec ce système-là, parce qu'on doit protéger femmes et minorités. Parce que moi, je fais partie de ces minorités. Si nous interrogeons l'histoire, il y a 10 ans, 15 ans passés, cette notion de minorité existait. C'est-à-dire, vous voulez imposer les gens sur le tout. Et le Parlement a donné la réponse. Au-delà de la réponse du Parlement, demandée par les présidents, oui. Les présidents a dit aussi, ok, d'accord, mais le nerf de la guerre, c'est quoi? C'est l'argent. Oui, il y a une recommandation. Mais qui vont se battre sur le terrain sont des militaires. Que faire pour bien traiter ces militaires? Le Parlement a donné encore une réponse. On doit réaménager les budgets de l'armée. Alors, si nous votons les budgets nationaux, c'est les 100% des budgets nationaux, nous allons doter à l'armée 10%. La loi de programmation militaire. Au-delà de... Si vous entrez dans cette loi-là, il y a plusieurs matières. Il y a les livres blancs qui parlent de comment on doit traiter les militaires, des constructions des camps militaires, des traitements et tout, et tout, et tout. Donc, à part ça, le président a réussi aussi à enlever l'embargo qui nous interdisait d'acheter. Donc, malheureusement, ces histoires-là, beaucoup de Congolais ne savent pas. Il faut dire aux Congolais, le travail qu'a bâti le président, c'est un travail énorme. Où hier, on ne pouvait pas acheter même une balle. Pour acheter, il faut une autorisation. Et le Rwanda vous autorise, et en même temps, le Rwanda vous agresse, il peut vous dire, achetez ça, moi j'achète l'autre là qui vous dépasse. Parce que si nous sommes sur le terrain des affrontements, je peux vous battre. Donc voilà, il y a un grand travail qui s'est fait. Il faut dire, moi je crois qu'il y a plusieurs fonds. D'ailleurs, on peut les mettre au pas. Les ministres de la communication, aujourd'hui avec sa méthode de l'anti-poison rwandais, ce narratif-là, c'est vraiment un narratif qui répond positivement. Malheureusement, il doit élargir ça dans notre chaîne et mettre des moyens pour que cette histoire-là puisse en finir. Parce que les Rwandais, leur instrument, c'est aussi la communication. Très bien, si c'est Traoré, je reviens à vous. Je me signale déjà, il y a panique à Goma par peur des représailles par des autorités du M23. Si c'est Traoré, faudra-t-il admettre que les dialogues inclusifs évoqués par tout le monde
pour endiguer la crise sécuritaire dans la partie est du pays est aujourd'hui conjugué au passé. Les cessez-le-feu des Doha est désormais enterré. Kinshasa et Kigali, personne des deux n'y croit plus. Les deux ont opté pour la guerre frontale. C'est à quoi nous devons attendre désormais et l'avènement d'une guerre totale où le plus fort et le plus stratège vaincra. Votre analyse? Je pense qu'il faut dire que la guerre, il faut la faire quand on vous l'impose. Quand vous vous rendez compte qu'il n'y a plus d'autres issues et que la seule issue possible qui vous reste est celle de faire la guerre. Mais pour le cas d'espèce, les FARDC observent le cessez-le-feu. Ils réagissent lorsqu'ils sont attaqués. Lorsqu'ils sont attaqués, ils se défendent en contre-attaquant. C'est dans ce cadre que nous mettons dans l'actif des FARDC la récupération de certaines localités que vous apprenez chaque jour. C'est parce qu'ils sont attaqués, en réagissant, ils contre-attaquent et repoussent l'ennemi le plus loin possible. Mais sinon, s'il faut rester dans le cadre des engagements de règlement de conflit de façon pacifique auquel le gouvernement congolais a adhéré, les FARDC observent le cessez-le-feu. Si vous apprenez que les FARDC sont bombardés, c'est en représailles. Alors, maintenant pour répondre à votre question, si la seule option qui reste, c'est la guerre. En tant que gouvernement responsable, j'ai fait foi au sens des responsabilités de ceux qui nous dirigent. Je ne crois pas qu'ils ont mis de côté l'aspect militaire. Oui. Je ne crois pas qu'ils ont ignoré le front militaire, de sorte qu'ils se concentrent exclusivement sur le front diplomatique. Ça, non. Alors, si la guerre paraît en ce moment être la seule issue, on va la faire. Pourquoi je le dis? Parce qu'en faisant foi à l'attitude que je vois du côté de ceux qui nous gèrent. J'ai vu le président de la République augmenter à 2 reprises la solde des militaires, leur proposer des primes. J'ai appris de certaines sources que le ravitaillement en matériel militaire se fait mieux que par le passé. J'ai aussi appris qu'il y avait un travail d'extirper les taupes au sein de l'armée et de certains services de l'État. Alors, quelqu'un qui ne se prépare pas à la guerre ne se comporte pas comme ça. Quelqu'un qui se comporte comme ça, c'est quelqu'un qui veut requinquer son armée de façon qu'il soit prêt à parer à toute éventualité. De sorte que si vous vous retrouviez avec comme seule issue la guerre, que vous puissiez la faire. Donc, ces attitudes-là que je venais de mentionner sont des attitudes qui, de mon point de vue, confortent la thèse selon laquelle le gouvernement congolais est prêt pour tous les fronts, militaires ou diplomatiques. Mais si sur le front militaire et diplomatique, les résultats se font attendre, il y aura des moments où le gouvernement congolais décidera d'en finir avec l'AFC M23 de façon militaire. Oui. Donc, l'aspect militaire n'est pas exclu pour l'instant. Et les dialogues. Quand je vois le comportement des autorités de la RDC, je conclus qu'ils n'ont pas mis au frais l'aspect militaire parce que, pourvoyant l'armée avec de l'armement, avec des soldes qui leur restituent, comment dire, leur humanité, hein, leur viabilité des soldats congolais. Je crois que cette attitude-là est une attitude de quelqu'un qui voit loin et qui voudrait que son armée, dans 1 année, 2 ans, soit prête à dissuader n'importe quelle velléité des voisins, spécialement le Rwanda. Par rapport au dialogue. Le dialogue, parlons-en. Vous connaissez ma position, elle n'a pas changé. Je ne suis pas partisan du dialogue, à moins que nous n'ayons pas d'autres issues. Je vais à ce moment-là accepter le dialogue contre mon gré.
Mais au départ, je n'en suis pas partisan. Pourquoi? Vous savez pourquoi, je l'ai déjà répété autant de fois. Bon, maintenant, quelle est l'autre solution, l'alternative que nous pouvons proposer au cas où il n'y avait pas de dialogue? Évidemment, j'ai fait allusion au dialogue politique interne que certains demandent. C'est un dialogue, si c'est un dialogue au format de ce qu'on a connu par le passé, là, alors oublions-le. Les concertations, tout ce qu'on a connu là, Senko, Sun City, toutes les formes de dialogue qu'on a connues par le passé n'ont servi à absolument rien. Oui. Alors, qui a besoin qu'on répète ces erreurs-là? Ça va servir à qui? C'est pour perdre du temps et perdre de l'argent de l'État? Pourquoi jusqu'à présent, personne ne nous garantit la formule magique du dialogue par laquelle on mettra un terme à cette guerre? Même les partisans du dialogue sont incapables de répondre à cette question. Pourquoi jusqu'à présent personne ne vous dit de façon schématique A plus B moins C, ainsi de suite, de cette façon-là, le dialogue mettra un terme à la guerre? Pourquoi personne ne répond à cette question? Parce qu'on est quand même devenu dubitatif, parce que les dialogues du passé nous ont déjà montré les limites. Alors, nous craignons que nous puissions revivre la même chose cette fois-ci. C'est comme ça que nous demandons des garanties. Prouvez-nous que le dialogue peut mettre un terme à cette guerre. Et si c'est oui, de quelle façon? Expliquez-nous. En tout cas, franchement, nous, on ne comprend pas. Très bien. Expliquez-nous, parce qu'il paraît qu'ils sont plus intelligents que nous. Qu'ils viennent nous expliquer, et pendant ce temps, nous aurons des questions à leur poser pour qu'on s'assure de cette magie-là qu'a le dialogue, à pouvoir mettre un terme à la guerre de l'Est. Très bien. Pompon Joli, un autre sujet qui défraie la chronique en ce moment, c'est cette rencontre du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue Emmanuel Macron. Plusieurs questions ont été abordées au cours de cette rencontre. La France reconnaît en elle que, la question de l'intégrité de la République démocratique du Congo, qui doit être respectée selon Emmanuel Macron, mais également la question de la candidature de la République démocratique du Congo à l'Organisation internationale de la francophonie pour contrer Louise Moussoutoabo. Comment voyez-vous cette diplomatie telle qu'elle est menée par le chef de l'État? Écoutez, cher Eddy, je dis ça ici, dans plusieurs plateaux, pendant qu'on était asphyxiés. Hein. Oui. J'ai dit on doit chercher les discours utilisés par Kagame pour chipper l'hégémonie qui était la nôtre pendant 32 ans. Parce que c'est nous qui détenions hier l'Afrique subsaharienne avec le président Mobutu. Et puis après un temps, c'est Kagame qui contrôlait l'Afrique, mais pas à son entièreté, il contrôlait la partie Grand Lac. Il a utilisé quel discours pour avoir cette confiance-là au niveau de la communauté internationale? C'était ce que moi j'avais dit. Et l'actuel président a cherché ces discours, il a déchanté Kagame. Parce que la France était vraiment un jumeau si en moins du Rwanda. Si vous écoutez le capitaine Barry, les derniers survivants des fameux génocides rwandais, il a parlé comment est-ce que la France a pompé de l'argent pour sécuriser les Rwandais. Tout le système défensif rwandais, la police, l'armée, le renseignement, tout et tout. Jusqu'à presque aujourd'hui. Et ça nous mettait à mal. Alors que la même France a, en ce que nous appelons la loi, des devoirs d'impréhension sur les RDC. C'est-à-dire que c'est le premier pays qui a accepté le Congo comme un État souverain. Mais les ennemis d'hier peuvent être... c'est ce que j'ai... Bon, ok, d'accord. C'est-à-dire que c'est vrai, mais nous sommes en politique. Hein. Nous sommes en politique. La notion, en diplomatie, la notion de confiance, c'est une notion cruciale. La confiance. C'est pas facile de vous confier une tâche pendant que Kagame était déjà là. Donc les présidents jouaient un très grand rôle. Alors, ces échanges s'inscrivent dans la continuité de plusieurs rencontres, c'est-à-dire que la consultation régulière entre les deux dirigeants depuis 2025. Hein. D'ailleurs, quand les présidents français étaient ici à un moment donné, c'est souvent motivé par la situation régionale. Parce que la France a aussi des entreprises ici. Là où il y a la guerre,
c'est difficile de parler économie. Vous voyez? Là où il y a la crise, là, c'est très compliqué. Alors, le président est en train de jouer. Et surtout, c'est la France qui est le premier pays francophone en termes de l'histoire. Mais en termes de nombre qui parlent français, la RDC est en première place. Mais nous sommes surpris. Un pays des pas lusophones, Commonwealth, qui préside une langue qui n'est pas la leur. Parce que Mushikiwabo, non, le Rwanda ne parlait pas français. Comment tu peux être un président d'une langue où cette langue-là n'est pas utilisée chez toi? C'est contradictoire. C'est contradictoire, ça ne se fait pas. Alors il fallait déjà dire à la France, l'importance des langues, c'est quoi? Parce que vous savez, si vous êtes dans... Moi, j'ai personnellement mon oncle Patrice Ibaka. Il a fait ses études après ici, il était cadre supérieur à la Régie des eaux. Il fallait aller faire des études pendant une année au Japon. C'était vers les années 90. Il est au Japon, il croise un Camerounais qui parlait la même langue que lui, donc le français. À partir de ces jours-là, ils se sont fait une famille. Parce que rien, l'identité, c'est quoi? C'était la langue française qui les ont liés. Donc, ça dit la langue lie. La langue, c'est vecteur d'une culture. C'est quelque chose qui vous lie. C'est-à-dire que nous sommes des frères. Tu es mon frère. Nous parlons la même langue. Mais entre la France et le Rwanda, il y a la fraternité. Déjà, la langue vous divise. Alors que nous, nous parlons votre langue. Dans nos écoles, dans nos universités, dans nos bureaux, d'ailleurs, dans la Constitution, si vous la lisez, la Constitution vous parle de la langue nationale et la langue administrative, qui est le français. Oui. Alors, mais comment nous, on fait porter une langue au départ qui n'était pas la nôtre, mais on défend cette langue, à lieu place de nous protéger, vous protégez nos bureaux. Donc le président fait ses va-et-vient pour ça, pour renforcer les relations bilatérales entre la RDC et la France. Donc, moi, c'est ce que j'ai dit. Il faut éviter d'être absent dans des messes internationales, dans des rencontres internationales. Hier, personne n'a compris le président. C'est pour ça que j'ai dit, un leader, c'est les hugles. Là où il voit, vous ne pouvez pas les voir. Peut-être après plusieurs années. C'est-à-dire, il voyait, oui, je peux déléguer mon ministre. Mais est-ce qu'il a la même pensée philosophique que moi par rapport à mon pays? Je peux déléguer mon conseiller dans la matière de la diplomatie. Est-ce qu'il aura la même appréhension que moi? Alors, tant mieux à l'échelle pour comprendre les B à bas, les tenants, les aboutissants, et je viendrai avec ça pour partager avec eux. C'est ce qu'il est en train de faire. Vous savez, c'était, je crois, il y a 2 semaines passées, le président est allé inaugurer l'université au Kasaï, là-bas. Je lui ai vu partir. Je suis resté au bureau en train de voir ça en direct. Après un temps, je crois, je quitte le bureau, je vois sur les boulevards, les Moura, pour réguler la route, le président retourne. J'ai dit, ah bon? Il part, il revient, il préside, il fait tout ce qu'il a fait. Il prend encore l'avion pour retourner à Kinshasa. Le lendemain, il prend l'avion pour partir. J'ai dit, oh là, oh là, oh là, oh là. Même si on est méchant, pourquoi ne pas soutenir une telle monsieur, une telle personne plutôt? Donc, il portait le poids de la RDC. Hein? C'est-à-dire qu'on doit éviter certaines choses à trop extrapoler, à trop pérorer. Le Messie là, ça se lit, ça voit à l'œil nu que lui, il a dit, je mourrai pour le Congo. Regardez, hier, j'ai publié d'ailleurs dans mon compte Facebook, il était chez vos amis là, des Top Congo, pour dire que Kagame joue avec nous. Il parle au président américain. Et la personne qui va descendre Kagame, je crois, c'est moi. Aujourd'hui, ça s'est fait. Alors, pour l'aider, il ne peut pas s'engager seul. Quand il dit ça, les gens vont te coller de toutes les couleurs. Non, il est de l'IDPS, il est. Oh, non, je suis de la RDC. Je parle de mon pays. Moi, j'ai milité pendant plusieurs années. En 2002, j'étais encore étudiant. J'ai été représentant d'une ONG, SOS Racisme, gérée par un Congolo-français, Michel Pombia. J'ai passé ma vie dans la société civile. Et j'aime pas la discrimination. J'aime pas les gens qui viennent parler sous leur cuillère, sous le dos de la cuillère. Moi, j'aime des garçons qui parlent en face. Alors, quand tu as des yeux un peu malsains, en tout cas, on ne conjugue pas les mêmes verbes. Alors, j'ai toujours dit pour chiter, mais c'est dit, le jour où on aura le président qui va défendre l'intégrité territoriale, peu importe sa nature, je le protégerai, je le soutiendrai. Et aujourd'hui, je soutiens le président par rapport à cette lutte-là. Très bien. Cissé Traoré rencontre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue Emmanuel Macron. La question de la francophonie a été également évoquée au cours de cette rencontre.
la République démocratique du Congo tente à contrer la candidature de Louise Moshikuabo à la tête de cette organisation de la francophonie. Vous ne voyez pas que c'est là que réside précisément l'erreur de la République démocratique du Congo, vouloir instrumentaliser une organisation multilatérale pour répondre à un contentieux régional. Votre analyse? Non mais écoutez, quand vous dites instrumentaliser, moi je suis tenté de vous répondre par où est le problème? Ça fait partie de la stratégie. C'est ça la diplomatie même. C'est ça la diplomatie. Alors, je répondrai comme ceci. Il est tout à fait légitime pour la République démocratique du Congo, qui est parmi l'un des piliers de l'OIF, parce qu'il faut préciser que dans la sphère de l'OIF, il y a des pays stratégiques, des piliers, tels que le Canada, tels que la France, le Sénégal, mais aussi la RDC. La RDC, pour capitaliser cette prochaine élection à la tête de l'OIF, elle peut jouer sur plusieurs fronts. C'est notamment le front sur lequel le chef de l'État se trouve. Sa rencontre avec Macron va dans ce sens-là de consulter des piliers de l'OIF, les pays qui tiennent, qui sont comme des grands fondateurs au sein de l'OIF. C'est notamment la France. Les rencontres bilatérales que le président de la République est en train d'organiser avec des pays qui peuvent potentiellement appuyer la candidature congolaise vont dans ce sens-là. L'idée est de construire des lobbying diplomatiques massifs autour de la candidature congolaise. L'idée, c'est aussi, il faut discréditer, décrédibiliser la candidature rwandaise. Mais il faut aussi utiliser l'argument linguistique, comme le disait mon ami en face. L'argument linguistique doit être utilisé pour convaincre les pairs. Parce que l'élément principal sur lequel est assise l'OIF, c'est quoi? C'est la langue. Hein? Ce que vous avez en commun, en partage, c'est la langue d'abord. Si la langue française n'existait pas, l'OIF n'existerait pas. Donc, ceux qui partagent cette langue doivent être priorisés face à ceux qui tâtonnent ou se partagent entre le Commonwealth et la francophonie. Au moins, la RDC reste entièrement dans la francophonie en ce moment. Ce n'est pas le cas pour le Rwanda. C'est un argument qui peut être utilisé, évidemment, de façon efficiente pour pouvoir captiver, tirer de votre côté des potentiels soutiens. Il y en a, il faut aussi utiliser la question de la guerre de l'Est. Oui. L'OIF en tant qu'organisation a des valeurs qu'elle promeut. Et je ne crois pas que parmi ces valeurs, il y a ce que le Rwanda a comme attitude vis-à-vis de la RDC. L'instrumentalisation, l'agression, le soutien aux groupes terroristes, ainsi de suite. Je ne crois pas que c'est parmi les valeurs de l'OIF. Mais comme il y a l'un des membres de l'OIF qui affiche cette attitude-là vis-à-vis d'un État frère avec lequel il partage l'OIF. Mais du point de vue de cette organisation-là, des sanctions devraient être prises. Soit en rejetant la candidature du Rwanda, en la rendant impossible politiquement parce que c'est faisable, en ce sens que le Rwanda s'écarte, s'égare au vu des objectifs de l'OIF. L'OIF fait la promotion de l'unité, la promotion de l'acceptation mutuelle, la promotion du développement économique collégial, la promotion du vivre ensemble. Mais ce n'est pas ce que ce n'est pas ce que le Rwanda fait. Ce sont des arguments qui peuvent être utilisés par nos délégués à nous, en tant que RDC, là-bas, au niveau de l'OIF. Mais si c'est Traoré, les rapports de force est pourtant connu, que Kigali
dispose, je dirais, des réseaux diplomatiques solides, là où la RDC peine encore à structurer une influence cohérente au sein des organisations internationales. Bon. Mais vous ne voyez pas que dans ces contextes, présenter un candidat congolais sans large consensus préalable relève davantage du réflexe nationaliste et que du réalisme diplomatique. Non, non, cher Elie, ça c'est faux. D'abord, cette rhétorique-là, comme quoi le Rwanda a des appuis diplomatiques là où la RDC n'en a pas, c'est désormais faux. C'est désormais faux parce que ça a changé. C'est pour ça que je dis désormais. Oui. Parce qu'avant c'était le cas. Mais il faut préciser que c'est désormais faux. La RDC est de retour dans les concerts des nations. La RDC est de retour dans des salons diplomatiques au niveau international où elle n'était pas présente. On fait des efforts de retourner, d'être présente partout où on était absent. Mais cette absence-là aussi était sciemment organisée. Parce qu'il fallait qu'on organise, qu'on balise le chemin pour le Rwanda. Il y a quelqu'un qui était à la tête du pays qui a fait exprès d'extirper la RDC des salons diplomatiques où elle pouvait faire entendre sa voix. C'est qui? C'était fait exprès. Je parle de Joseph Kabila. Vous croyez que je n'aurais pas pu citer son nom? Je parle de Joseph Kabila. C'était fait exprès pour que la RDC ne soit pas présente dans des rencontres internationales où on plaide son cas. Parce que vous vous êtes rendu compte vous-même que le Rwanda avait tellement d'entrées partout où la RDC était absente. Et ça, c'était bien organisé. C'était fait exprès. Mais maintenant, depuis que Tshisekedi est arrivé, il a compris la donne. Il a commencé, c'est un travail de longue haleine. Et ça prendra du temps, ce n'est pas fini. C'est un travail de longue haleine, de remettre la RDC dans le concert des nations, de faire entendre sa voix et que sa cause soit plaidée. On y va graduellement. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous verrez vous-même qu'il y a des sanctions qui tombent contre le Rwanda depuis un moment, depuis que Tshisekedi est au pouvoir. Ça n'a jamais été le cas par le passé. Mais ces sanctions arrivent pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se sont organisés ici en RDC pour aller montrer la vraie version des faits, la vraie version de ce qui se passe dans la sous-région africaine. Ils ont expliqué au monde qu'écoutez, nous étions absents parce qu'il y a des gens qui volontairement avaient décidé de ne pas venir plaider la cause du Congo. Mais nous, maintenant, nous venons vous expliquer la vraie version de la chose. Voici ce que fait le Rwanda. Voici ce que fait le Rwanda, RDC, voilà ce qu'il fait, patati patati. Les gens ont compris, ils disent, ah, tiens, c'était comme ça, mais vous étiez où tout ce temps? Ils ont compris et c'est comme ça que les sanctions commencent à arriver. C'est comme ça qu'il y en a qui s'isolent du Rwanda. De plus en plus, vous voyez, Kagame est en train de pleurnicher, accusant la communauté internationale de bercer Tshisekedi, de caresser Tshisekedi. Mais parce que Tshisekedi, dans son intelligence stratégique, il a su convaincre par le discours qu'il fallait, mais aussi il a utilisé des moyens pour mobiliser des lobbies pour soutenir la cause congolaise. C'est un travail, je vous dis, de très grande qualité qui aujourd'hui donne des résultats. Mais il faut continuer. C'est dans ce sens qu'il est en train même d'aller voir, comment il s'appelle, Emmanuel Macron, pour cette prochaine élection à la tête de l'OIF, pour que la France puisse peser en tant qu'hôte de la francophonie en faveur de la candidature congolaise. Si on arrive à voir de notre côté la France, le Canada, le Sénégal, facilement, ces grands ensembles-là, je les appelle des grands ensembles parce qu'ils pèsent beaucoup au sein de l'OIF, ils pourront attirer de notre côté de nombreux soutiens, des potentiels électeurs, qui vont, même avant l'élection, faire pression sur le Rwanda de sorte que la candidature soit déclassée. Ça, c'est faisable. Donc, je suis d'avis qu'il faut travailler d'arrache-pied, mais il faut y mettre de l'intelligence. Mais je crois que le président de la République est sur la bonne voie. Vous comprendrez que ce qu'il a développé ici comme analyse se trouve être ce que le président de la République est en train de faire en ce moment même. Les voyages qu'il entretient en ce moment, c'est dans le cadre de convaincre des potentiels soutiens qui vont venir, qui vont nous ramener des électeurs dans le cadre des élections à venir. Très bien. En tout cas, c'est la fin. C'est la fin de votre magazine de prédilection kiosque.
Je remercie Tonton Joli Merci. d'avoir répondu à notre invitation, mais également Sissi Traoré. Au nom de l'équipe technique et rédactionnelle du canal Congo Télévision, je vous dis donc merci de l'avoir suivi. Ciao.